Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, que vous soyez en train de naviguer dans une crise ou que vous souhaitiez simplement renforcer les fondations de votre amour, dans notre épisode 208, vous allez tout d'abord comprendre pourquoi le début d'année est souvent un moment difficile pour les couples. Ensuite, nous découvrirons, toujours avec cette dose de positivité qui nous ressemble, comment créer une relation épanouissante qui résiste à l'épreuve du temps. Maintenant, pour commencer, vous le savez, je suis toujours à l'affût de trouver des idées pour encourager les liens humains. J'ai donc décidé d'associer à nos petites boîtes de minutes de bonheur des cartes digitales. Et vous le savez, nous sommes ainsi le seul jeu à combiner cartes physiques et digitales pour vivre 2 minutes de bonheur n'importe où. Donc, dans chaque boîte des jeux de minutes de bonheur, maintenant, il y a 60 cartes physiques réparties en 4 rubriques et un QR code qui vous donne accès à 10 cartes numériques inédites offertes chaque mois pendant 4 mois. Vous avez ensuite la possibilité d'un abonnement à prix tout doux pour continuer à bénéficier de ces cartes numériques. Alors, foncez et commandez pour profiter de cette exclusivité qu'offrent nos jeux. Et surtout, celui pour les couples, si le mois de janvier est compliqué pour vous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai appris récemment que le premier lundi suivant le 1er janvier est un jour particulier. Non, nous ne sommes pas dans le Dry January, dans des problèmes de digestion post-réveillon ou dans la liste des bonnes résolutions, mais il est question de divorce. Les Britanniques l'ont même surnommé le Divorce Day. C'est vrai que janvier n'est pas le mois le plus glamour de l'année. C'est notamment le mois du Blue Monday, qui sera le 15 janvier cette année, et qui est censé être le jour le plus triste de l'année. Mais en plus, et phénomène marquant, le moteur de recherche Google, chaque année au mois de janvier, connaît un pic de demande sur le mot « divorce ». En lisant ça, je me dis que le post-fête de fin d'année n'est vraiment pas l'allié du bonheur conjugal. Et là, ça me chicote. Pourquoi janvier est synonyme de crise de couple? Comment pourrais-je traverser le plus sereinement possible cette crise si elle pointe son nez? Alors, pourquoi ce janvier serait-il plus propice aux séparations que les autres mois de l'année? Alors, tout d'abord, les fêtes de fin d'année sont des moments vraiment denses. Et vous y êtes sans doute arrivé un peu fatigué. Le mois de novembre est éreintant, entre la nuit qui tombe tôt et le temps morose. Le shopping de Noël, l'organisation des fêtes de retrouvailles familiales, sans parler des exigences des dernières semaines, où la liste de to-do s'allonge pour tout boucler avant la fin de l'année. Et certainement, vous avez eu peu de temps pour votre couple. Et le voilà qui arrive au moment des fêtes, bien fragilisé. J'ai envie de vous partager une nouvelle donne que j'entends dans mes thérapies de couple en ce moment, c'est le problème financier. L'inflation s'invite aussi dans les couples. D'ailleurs, ça a été confirmé par une étude de l'association anglaise Relate, qui est spécialisée dans les relations amoureuses. Elle a interrogé 2033 adultes en couple. Parmi les personnes interrogées, 25% des hommes et 14% des femmes avaient déjà songé à la rupture au cours de l'année passée. Et pour 35% d'entre eux, l'inflation était à l'origine de cette remise en question. L'association constate effectivement que l'argent est souvent une source de tension, surtout quand les revenus du couple permettent difficilement de faire face à la hausse des prix. De plus, Relate observe également que de nombreux couples emménagent ensemble pour réaliser des économies sans être forcément prêts pour cette vie commune. Revenons donc d'abord à ce temps de fête qui peut être une source de frustration. Tout d'abord, ce moment de l'année est bien sûr le moment des retrouvailles familiales. Nous imaginons tous des vacances idylliques et chaleureuses, bercées de rire et de partage. Mais non. Déception, personne n'a changé. Votre père est toujours ronchon. Votre belle-sœur boit l'apéro tranquillement pendant que vous trimez en cuisine et les enfants font du bruit. Sans parler des agacements belle-mère, belle-fille. Au passage, petit tips de thérapeute pour les messieurs en cas de conflit entre votre mère et votre conjoint. Prenez toujours le parti de votre chérie, car n'oubliez pas, c'est avec elle que vous partagez votre vie. L'autre déception, souvent, elle est au pied du sapin. Vous attendez de la part de votre conjoint qu'il ait pensé à vous de manière spéciale, impliquée, sensible, presque émotionnelle. D'ailleurs, quand vous savez votre conjoint ou vous-même dans une folle attente, comment ne pas le ou la décevoir ou être déçu? C'est pas toujours facile.
La meilleure solution est évidemment d'orienter votre conjoint, de lui communiquer vos attentes sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Il vaut mieux s'accorder que laisser trop de place au hasard sur ce sujet. Enfin, certains couples mettent leurs problèmes sur le mode pause pendant les derniers mois pour préparer et vivre les fêtes de fin d'année en paix. Certains couples tentent sur ces moments de fête une ultime tentative de réconciliation. Pour d'autres, le symbole de pardon attaché aux fêtes de Noël suscite l'espoir de retrouvailles au pied du sapin. Enfin, certains couples ont déjà pris la décision de la séparation. Cependant, pour ne pas gâcher la fête de famille et les vacances des enfants, le couple fait une trêve pendant ce temps des fêtes. Et voilà, janvier arrive et nous y sommes. C'est un moment de bilan de l'année écoulée. Le constat peut être amer. Votre famille vous a exaspéré, le cadeau de votre chéri est à mettre en vente sur le bon coin, le compte en banque est dans le rouge, bref, vous traînez une immense déception qui vient confirmer la fragilité de votre couple auquel vous pensiez préalablement. Rappelez-vous, la déception, c'est la différence entre l'attente et la réalité. Toutes ces désillusions arrivent après une fin d'année usante. Et là, certains se disent, pas question de recommencer une nouvelle année identique sur le même schéma. C'est comme une résolution pour la nouvelle année, on prend sa vie en main et on rompt sa relation de couple. Allez, je change de regard. Faire table rase du passé et vouloir avancer dans sa vie en tournant une page est synonyme de dynamisme, de vouloir aller de l'avant, de changer les choses. Dans le cas d'un couple, choisir cette option, dans le cadre d'une séparation, est possible, évidemment. Cependant, les conséquences sont lourdes et douloureuses. Alors nous n'allons pas en parler aujourd'hui, mais je ferai un podcast sur ce sujet-là. En revanche, c'est aussi possible d'avoir cette attitude dynamique en cherchant à se reconnecter. Alors, comment traverser plus sereinement cette crise de couple? Comment augmenter les chances de souffrir ensemble plutôt que de souffrir d'être ensemble? Comment réussir à se réconforter plutôt que de se blesser mutuellement? Alors nous allons y répondre cette semaine en nous appuyant sur les travaux de John Gottman, un célèbre thérapeute de couple qui prédit les divorces en 15 minutes. Il est reconnu comme un des 4 plus influents psychothérapeutes américains du siècle. John Gottman est né en 1942. Il débute ses travaux au début des années 70. Son ambition est de développer un modèle mathématique de l'amour. Au sein de son Love Lab de Seattle, il a rodé sa démarche pendant 25 ans avant de se faire connaître. Il s'est inspiré des travaux de Ekman sur les micro-expressions du visage et il les met en œuvre pour décortiquer le fonctionnement de couple qu'il observe pendant un entretien, puis il établit ensuite des corrélations entre l'évolution des couples et les comportements qu'il a observés pour prédire la viabilité de la relation. Ces travaux lui ont aussi et surtout permis de mettre en lumière les secrets des couples heureux. Et du coup, il en a fait un livre qui est paru en 2006, qui s'appelle « Le secret des couples heureux », qui est vraiment pour moi une bible. C'est d'ailleurs sur ces travaux que je me suis inspirée pour écrire les cartes de 2 minutes de bonheur en couple. Alors les petits prérequis d'abord avant de démarrer, c'est que dites-vous que le couple est un peu comme un océan. Il est soumis à des marées qui sont des alternances de fusion, qu'elles soient physiques, intellectuelles, affectives. Et c'est suivi aussi de diffusion, d'individualisation à travers des activités, des relations externes qui sont à la frontière du couple. Alors comme tout océan, il subit des tempêtes, des orages, des brises légères, des calmes plats et aussi des moments de grand bonheur. Sachez aussi qu'un mariage heureux selon Gottman est basé sur une amitié profonde, un respect mutuel et une capacité de prendre plaisir dans la compagnie l'un de l'autre. Suite à toutes les recherches qu'il a faites et à leur programme d'aide dont de milliers de couples ont bénéficié, Gottman et ses collaborateurs ont identifié des facteurs qui leur permettent de prédire le divorce, ainsi que 7 principes pour qu'un mariage fonctionne. Commençons par identifier les facteurs qui permettent de prédire un divorce. Premièrement, les discussions commencent mal. Elles commencent abruptement, par des commentaires négatifs, sarcastiques et des accusations. Dans 96% des cas, Gottman peut prédire l'issue d'une discussion à partir des 3 premières minutes. En général, les disputes se terminent comme elles ont commencé, en tous les cas avec le même ton. Deuxième point. Gottman a noté 4 interactions négatives qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier, c'est la critique. La critique globale d'éléments de la personnalité de l'autre. On ne peut jamais compter sur toi.
Ensuite, le mépris. Des sarcasmes, cynisme, du dégoût. Tu n'es même pas capable d'eux. Il y a aussi le repli défensif. C'est la justification. C'est rendre l'autre responsable. Tu ne m'as même pas laissé le temps. Puis enfin vient l'isolement aussi. La fermeture, le désengagement. C'est une façon de se protéger en se désinvestissant de la relation. Donc c'est la fuite dans le travail, c'est la fuite derrière les écrans. On se tait, on quitte la pièce. Troisième facteur, selon Gottman, c'est la noyade. C'est un des couples, ou même voire les deux, sont submergés par l'intensité de leurs émotions. Ils perdent pied. Ils ressentent une détresse physique face au conflit. Rythme cardiaque accéléré, sécrétion d'adrénaline, pression artérielle élevée. Et ça empêche une résolution de problèmes qui soit créative. Quatrième facteur, l'échec de la tentative de rapprochement. Impossible de calmer le jeu quand la tension est là. Il y a un rejet des efforts de réparation. Toutes les excuses, les offres de réparer une erreur, les efforts pour reprendre le contact ne fonctionnent plus. Et enfin, le dernier, les mauvais souvenirs. Un des partenaires, ou les deux, entretiennent des souvenirs sélectifs et négatifs et des pensées négatives de la vie à deux. En fait, quand on relit l'histoire du couple, on ne se rappelle que de mauvais moments où on réinterprète le passé en termes négatifs. Parlons maintenant des principes pour qu'un couple fonctionne. Alors, selon Gottman, il y en a 7. Le premier, apprenez à connaître votre partenaire. Apprenez ses désirs, ses préférences, qu'est-ce qui l'irrite, quelles sont ses peurs, ses sources de stress, ses buts, ses préoccupations, ses espoirs, ses désirs, ses croyances, ses peurs. En fait, il y en a pour tous les jours. On peut en apprendre tous les jours de son partenaire. Deuxième principe, alimentez votre appréciation et votre admiration. Rappelez-vous ce que vous admirez chez l'autre. Dites-le lui. Ce que vous trouvez intéressant, ce qui vous manquerait s'il n'était pas là. Ce que vous appréciez, ce dont vous êtes fier. Célébrez-le, parlez-le, exprimez-le, vivez-le. Rappelez-vous vos bons mouvements, vos valeurs, vos croyances communes, vos buts, l'attention que vous vous donnez, vos premières rencontres. Ça, pour tout ça, les quarts de 2 minutes de bonheur en couple sont juste idéales. Troisième principe, passez du temps ensemble. Demeurez connectés. Et oui, les couples qui vont mal, c'est pas qu'ils ne s'aiment plus, c'est qu'ils ne sont plus connectés. Entre discussions, activités communes, tâches faites ensemble, loisirs, plaisirs, la panoplie des moments de connexion peut être vraiment grande. À vous de trouver celles qui vous conviennent. Alors pour démarrer aussi une conversation anti-stress, petits tips. Déjà, parlez chacun votre tour. Évitez les conseils qui ne sont pas sollicités. Démontrez un intérêt véritable à ce que vous dit votre conjoint. Évitez de sortir le téléphone quand il vous parle. Communiquez votre compréhension. Vous pouvez reformuler pour ça. Prenez parti pour votre partenaire dans un premier temps, quitte à nuancer votre position plus tard. Je comprends ce que tu dis. Effectivement, c'est intéressant. Exprimez aussi votre appartenance à une équipe. On est ensemble, vous êtes une équipe, vous êtes deux contre les autres. Exprimez de l'affection, par des gestes, par des mots, et validez les émotions. Je vois ce que tu vis, ça me touche, c'est important pour moi que tu me le dises. Je suis intéressée à bien te comprendre, je m'intéresse à toi. Quatrième principe, laissez votre partenaire vous influencer. Il importe de communiquer à votre partenaire combien vous le respectez. Le partage du pouvoir est un élément important de la satisfaction conjugale. Votre partenaire peut vous apprendre comment il souhaite être aimé. Il peut vous le dire. Il vaut mieux se tenir régulièrement au courant de ses opinions et points de vue. Il peut aussi avoir des idées intéressantes pour plein de sujets, comme celui de faire des travaux à la maison ou encore de réaliser une recette de cuisine. Son point de vue sur un tracas que vous avez au boulot, comment il s'y prendrait avec l'enfant avec lequel vous avez des difficultés en ce moment. Écoutez-le. Souvent, à deux, on va plus loin. Même si seul, on va plus vite. Cinquième principe, résolvez les problèmes que vous pouvez résoudre. Prenez soin de commencer la conversation en douceur. Les discussions, quand il y a une tension, finissent souvent sur le même ton qu'elles ont commencé. Je le disais déjà tout à l'heure. Laissez la chance à votre partenaire de s'excuser quand il a eu un petit mot de travers.
Collaborez avec ces efforts pour remettre sur la bonne voie la conversation qui s'égare dans des zones dangereuses. Soyez dans un état physique confortable avant d'entreprendre des discussions importantes. Si vous êtes exaspéré par votre ado qui fait n'importe quoi ou extrêmement tendu par un moment de grand stress au boulot, peut-être que c'est important de remettre cette discussion un petit peu plus tard. De plus, quand vous savez que l'attention de votre conjoint est bonne, que votre conjoint vous veut du bien, faites preuve de tolérance en faire quelques dérapages comme des mots maladroits, du genre ce pantalon te grossit le jour où vous êtes déprimé par la balance ou tu manques de patience quand vous avez rassemblé tous vos efforts pour garder votre calme. Rappelez-vous que pour construire ensemble votre projet de couple, l'important n'est pas de savoir si en termes absolus ce que vous faites est statistiquement justifié. Ce qui importe, c'est votre perception subjective et votre jugement personnel. Chaque couple arrive à des ententes différentes. L'important est que chaque membre du couple considère que l'équilibre atteint est satisfaisant. 6e principe, sortez des impasses au sujet des problèmes impossibles à résoudre. Alors ça paraît un petit peu étrange, d'ailleurs je pense que j'y consacrerai un podcast entier tellement le sujet est intéressant. Alors selon Gottman, figurez-vous que la majorité des conflits conjugaux, c'est-à-dire 69%, sont chroniques. Il s'agit notamment de la fréquence des relations sexuelles, le partage des tâches, l'éducation des enfants, l'argent, la belle famille, la répartition vie pro-vie perso. Figurez-vous que vous n'avez pas à régler ces conflits pour être heureux en mariage. En choisissant un partenaire, vous choisissez une série de problèmes insolubles avec lesquels vous allez devoir vous débrouiller pour les 10, 20 ou 50 prochaines années. Vous vivrez avec ces problèmes-là. Cherchez un compromis pour le cas de ces problèmes insolubles et essayez simplement de comprendre pourquoi chacun de vous a des sentiments aussi forts à ce sujet. Parce que, en fait, vous souhaitez tous les deux qu'ils ne soient plus une source de douleur. Acceptez ces différences et faites la paix avec les problèmes insolubles. 7e principe, partagez des moments significatifs. C'est-à-dire créer des occasions pour parler et parler autre chose que de l'organisation du quotidien. Parlez avec beaucoup d'honnêteté de vos sentiments, de vos convictions et aussi imaginez des projets. Imaginez-vous dans 10 ans, imaginez-vous le jour où vous aurez des petits-enfants, quand les enfants partiront, imaginez-vous où vous installerez à la retraite, imaginez-vous quand vous aurez déménagé, quand vous aurez acheté une résidence secondaire, où vous passerez vos prochaines vacances, comment vous allez organiser vos week-ends, qu'est-ce que vous avez envie de fêter pour vos anniversaires. Imaginez votre prochaine nuit coquine. Voilà, tous ces moments, comme l'appelle Gottman, significatifs, sont extrêmement importants. Alors en fait, en résumé, des hauts et des bas jalonnent la route de la vie à deux et c'est normal. Alors quand on est dans des problèmes difficiles et au moment d'une crise, n'oubliez pas que c'est souvent des problèmes de connexion. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que les couples ne s'aiment pas, c'est qu'ils oublient de se connecter. Alors rétablissez cette connexion. Comprenez les besoins de votre partenaire et, du coup, traversez beaucoup plus sereinement les difficultés que vous vivez. Si vous avez du mal à vous en sortir, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Comme je le dis souvent, quand on traverse une difficulté qu'on ne s'en sort pas, c'est comme une pelote. Et que dans cette pelote, on finit par plus savoir où est le bout. Et en fait, le thérapeute, il est là pour trouver le bout de la ficelle qui va vous aider à démêler la pelote. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Pour sortir de la crise de couple et le sauver, 1. Acceptez que votre conjoint soit différent de vous. 2. Restez curieux de votre partenaire. Et 3. Exprimez avec bienveillance ce dont vous avez besoin. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous invite à vous souvenir de la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » à votre conjoint. Et si ça fait plus d'une semaine, lancez-vous le défi de lui dire d'ici ce soir. La petite mousse a de multiples facettes cette semaine. Elle résume bien la vie de couple. Elle nous vient d'Alphonse Carr, qui nous dit « Le bonheur n'est pas un gros diamant, c'est une mosaïque de petites pierres harmonieusement rangées. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.